Ouverte à 18h pile. Je vais procéder à l'appel. Donc Pauline Gambé est présente, Audrey Tardieu n'est pas encore arrivée. Stéphanie Martin Rupture a donné procuration à Pauline Gambé. Catherine Thérèse est présente, Vincent Garouste est présent, Claire Combat est présente, Anne-Marie Abadi est présente, Michel Renou présent, François Pontan présent. Nathalie Marty, absente, a donné procuration à Christopher Perron. Sandrine Lafont est présente. Hervé Carrière, absent, a donné procuration à Vincent Garouste. Sabine Sauvage devrait arriver. Nathalie Raïl est présente. Lionel Thierry est absent. Cyril Mijoul est là. Christopher Perron est présent. Vincent Doucet a donné procuration à Audrey Tardieu qui n'est pas encore arrivé, donc on verra par la suite. Robert Morandin est présent. Nicole Prader, absente, a donné procuration à Robert Morandin. Michel Dolton est présente. Éric Charon, absent, a donné procuration à Catherine Pérez. Monique Béguet est absente, a donné procuration à Anne-Marie Abadi. Caroline Dezombe est présente. Alain Bergonza est présent. Fanny Quenon est absente et elle m'a donné procuration. Je vous propose d'élire comme secrétaire de séance Michel Renou. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des voix contre? Merci. Donc on a mis une délibération corrigée quand on sera sur le point 10, donc qui a été distribué en cours de séance, il y avait une erreur, donc on l'a modifié. Donc on va commencer par l'ordre du jour, quelqu'un arrive. Audrey Tardieu. Donc je rappelle qu'elle a procuration pour Vincent Doucet. Oui mais non. Donc bienvenue à tous. Donc je vous rappelle que les séances du Conseil sont filmées et enregistrées. Donc pour ceux qui prennent la parole, de bien énoncer leur nom avant pour qu'on puisse leur compte rendu retrouver qui a pris la parole. Donc on va commencer par l'approbation du PV du Conseil municipal du 16-10. Est-ce qu'il y a des points particuliers? Rien, on vous propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc on va démarrer par une convention de mise à disposition classique, puisqu'on la prend chaque année, de l'instant. Oui, la délibération numéro 1. Donc c'est une délibération que l'on prend chaque année, qui permet en fait de donner les moyens aux services techniques pour faire des petits travaux sur la voirie. Et là, Robert Fort, chez les Minitou, par exemple, on va faire des petits morceaux de trottoir, puisque normalement c'est la compétence de la notable. Comme je dis, la délibération, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de mise à disposition des services de la commune de Penchtaré au bénéfice du numéro tableau pour l'exercice de la compétence voirie du 1er janvier au 31 décembre 2026. Il s'agit du renouvellement de la convention habituelle qui permet aux agents communaux d'intervenir pour de petits travaux d'entretien de voirie dans le cadre de la compétence voirie exercée par le numéro aglo pour la commune. Ces prestations sont remboursées chaque année puis répercutées dans le bilan annuel d'exercice de la compétence. C'est des questions. Question, je vais mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, Nathalie, pour la révision libre de la CE. Donc, le Conseil municipal avait adopté dans sa séance du 3 juillet 2025 la première révision libre de l'ACF 2025, à l'issue de laquelle celle-ci avait été fixée à 114 456 €. Le Conseil de communauté du Murtin-Lot du 17 novembre 2025 s'est prononcé sur la révision libre numéro 2 de l'attribution de compensation de fonctionnement 2025 et a approuvé les attributions de compensation de fonctionnement définitives de 2025. Donc la première délibération avait pour objet de prévoir le reversement par les communes concernées au Murtin-Aglo du montant du nouveau dispositif d'accompagnement financier de l'État pour l'accueil du jeune enfant. En effet, ces montants ont été versés aux communes alors que c'est le Murtin-Aglo qui exerce la compétence. Pour notre commune, cela représente en 2025 un montant de 28 459 €. Le deuxième sujet, c'était de traiter plusieurs situations individuelles, mais cela ne concerne pas notre commune de Penchtaré. Au terme de cette délibération, l'ACF 2025 est portée de 114 456 € à 142 915 €. Et la seconde délibération avait pour objet de prendre en compte la refacturation des services communs pour l'année. Pour notre commune, cela représente une charge supplémentaire
de 22 961 € par rapport à l'année précédente. Donc, à l'issue de cette seconde délibération, l'attribut de compensation de fonctionnement 2025 est porté à 165 876 €. Une question? Pas de questions. Je propose de mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La troisième délibération, donc, c'est sur le rapport d'activité du Muretin Aglo. Donc, effectivement, vous avez tous reçu un document qu'ils ont imprimé en papier qui est assez épais pour présenter ce qui a été fait au sein du Muretin Aglo. Donc, le Muretin Aglo est la deuxième intercommunalité de la Haute-Garonne. Elle regroupe 26 communes et près de 130 000 habitants. Le rapport 2024 présente l'action communautaire conduite dans un contexte de croissance démographique, environ 1600 habitants chaque année en plus, et un développement économique soutenu avec un objectif constant de concilier le développement, la qualité de vie et la transition écologique. L'année 2024 confirme le dynamisme du territoire, fort de 15 000 entreprises et de 30 000 emplois salariés privés, bénéficiant d'une situation stratégique au sud de la métropole toulousaine, avec une bonne accessibilité routière et ferroviaire. On aurait pu mettre relative. L'action communautaire s'organise autour de 4 priorités majeures: le développement durable du territoire, donc l'accompagnement des entreprises, la création et la requalification de zones d'activité, un aménagement équilibré intégrant les enjeux du zéro artificialisation nette, le ZAN, le renforcement des mobilités alternatives, transport collectif et vélo, et engagement fort en faveur de la transition écologique et énergétique. Les services à la population, le maintien d'un haut niveau de services intercommunaux, en petite enfance, en restauration scolaire, piscine et déchets, garantissant une égalité d'accès sur l'ensemble des communes. Le projet alimentaire de territoire, PAT, illustre la politique de proximité et de solidarité. Habitat et cadre de vie, la mise en œuvre du programme local de l'habitat soutient le logement social et la rénovation du parc privé en accompagnant les communes dans leurs projets urbains. Gestion financière et gouvernance, un budget annuel d'environ 110 millions d'euros, dont près de 47 millions d'investissements, assurant des équilibres financiers solides et la capacité à mener des projets structurants. En conclusion, le Muretin Aglo poursuit en 2024 une action cohérente et ambitieuse au service des communes et des habitants, portée par une gouvernance partagée et l'engagement de 1800 agents communautaires. Bon, voilà un petit peu le résumé de toutes ces pages. Donc effectivement, ce rapport est consultable en mairie et a été adressé sous forme dématérialisée à chacun d'entre vous. Et donc nous sommes appelés à prendre acte de ce rapport du Muretin Aglo. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Ok, merci. Le point 4, Claudine, le rapport d'activité du CIVOMSAGE. Oui, je vais être très rapide dans la mesure où je vais présenter au dernier conseil municipal le rapport sur la qualité et le prix des services de l'eau et d'assainissement, qui est l'essentiel, qui intéresse le plus notre collectivité. Juste à dire que ce rapport, l'activité du SAGE est très vaste, mais un des projets importants, c'est de renvoyer les effluents du porté sur Cugnon. Et donc les travaux sont en cours, travaux très conséquents. En ce qui concerne notre commune, vous savez qu'on en a parlé quelques fois, il est toujours prévu de renvoyer les effluents de la Croix sur Carré, la station d'épuration qui a une capacité d'accueil de ce volume. Et par contre, là, les études ne sont pas terminées et les travaux ne sont pas commencés. Donc je vous propose, comme l'article L521139 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI établissent chaque année un rapport d'activité qui adresse l'ensemble des communes, membres aux fins de présentation à la conseil municipaux. À l'application de ces dispositions, le CIVOMSAGE a adressé à la commune un rapport d'activité complet 2021. Donc ce rapport est consultable en mairie et a été adressé sous forme dématérialisée aux membres du conseil. Donc je vous invite à prendre acte de la présentation du rapport. Donc il y avait des questions, en fait, ce sera pour qui répondre. Si vous voulez poser des questions. Oui, Christopher Perron, dans sa délibération, nous prenons acte, on va dire, de ce rapport du CIVOMSAGE.
Et nous avions les questions suivantes pour lesquelles M. Cotte a répondu à certaines d'entre elles. Hélas, un lien qui a été fourni par mail ne fonctionne pas. Donc peut-être que vous pourrez peut-être nous faire part de ce qui était dedans. Donc la question était, pour répondre, c'est où sont épandus les boues d'épuration issues des UTEP du secteur, donc les usines de traitement d'eau potable, sont-elles épandues sur Pain-Juste-Arrêt? Donc ce point-là n'a pas été vu dans le rapport. Alors peut-être que... La réponse, je peux dire. Donc les boues issues des stations de traitement d'usage sont répandues sur des parcelles agricoles qui sont situées sur les communes hébergeant ces stations de manière à en limiter le transport. Ainsi, une partie des boues sont répandues sur la commune de Pain-Juste-Arrêt en respectant le plan d'épandage. Ok. La deuxième question étant, nous souhaiterions avoir le résultat des analyses de l'eau avant distribution issues de la nouvelle UTEP, avec notamment les relevés concernant les PFAS et autres polluants de type pesticides métabolites. Donc je tiens à confirmer que le rapport sur les PFAS a été transmis. Donc ça, M. Cotte, c'est visible. Donc on est sous les normes à Saubens. Par contre, on n'a pas reçu d'informations concernant les polluants de type pesticides et métabolites. Et j'aurais voulu on aurait souhaité en fait avoir votre... Pas évident qu'ils analysent tout, ils analysent pas obligatoires. Non, Les rapports de l'ARS, ils sont disponibles au fur et à mesure qu'il y a des contrôles. Donc il y a des contrôles réguliers à peu près tous les 2 mois. Donc c'est disponible sur le site de l'ARS. Les contrôles, ce qui est obligatoire de contrôler. Donc la réponse, c'est qu'on n'a pas le statut. S'ils n'ont pas, enfin, dire sur les PFAS, c'est assez complexe, puisqu'il y en a plein de PFAS différents. Oui, mais ça a été analysé, oui. Et ce dossier qui a été transmis par Excel est intéressant, parce qu'on le voit que dans notre commune, on est bien mieux que d'autres secteurs très largement dans l'Occitanie. Donc dans ce cas-là, vous confirmez qu'on n'a pas de mesure de pesticides et métabolites par le silonsage. J'en ai pas actuellement, donc on peut toujours se renseigner, mais bon. Pas tout ce qui est disponible sur le site de l'ARS. De toute Ce façon, qui n'est pas sur le site de l'ARS, c'est qu'actuellement, le silonçage ne le fait pas. Mais le silonçage a comme objectif de petit à petit faire des contrôles de toute façon, poussés, mais c'est très... Parce que la loi sera de plus en plus stricte, et l'eau coûtera de plus en plus cher, puisqu'il y aura effectivement de plus en plus de points à prendre en compte. Et malheureusement, pour nos portefeuilles, ça ne sera pas forcément une bonne chose. Après, pour notre santé, c'est meilleur. Après, un point qui était bien stipulé Les dans... contrôles sont coûteux, même si on n'est pas concerné. Par exemple, sur les PFAS, on n'est pas concerné, mais j'imagine que c'est un coût colossal de faire ces analyses. Après, de temps à autre, Christophe, de temps à autre, il est nécessaire de faire un statut. Si ça n'évolue pas, il n'y a pas besoin de le faire aussi fréquemment. Après, pour revenir sur les métabolites, la question a été posée parce que l'usine de Sauvin, c'est une usine de dernière génération, donc pour laquelle j'aurais attendu que des mesures soient prises par rapport à ça, par rapport aux métabolites et aux pesticides, notamment par le biais de mesures, de relevés, montrant justement l'intérêt de cette toute nouvelle station d'épuration, notamment pour les usagers de Pain-Juste-Arrêt. Si vous étiez ce qui intéressé, vous auriez dû aller au salon non, qui était sur l'eau, dans lequel le sage avait présenté tout ce qu'il pouvait présenter de ce sujet-là. C'est dommage que ce soit pas allé. Encore faut-il avoir le temps, Mme Gambet. Ok, Donc, j'avais pas le temps. On n'a pas la réponse. Donc, si on a une réponse, on vous la donnera. Pour l'instant, on n'a pas. Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ce qu'on a envoyé? En fait, le premier URL que vous avez transmis, je pense qu'il ne se partage pas. Mais après, oui. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au voix. Donc, les contre. Enfin, quand même, la réflexion sur le fait que ça coûte cher en santé aussi. Et si ces analyses-là elles sont faites aujourd'hui, c'est parce qu'on a les preuves que c'est compliqué au niveau santé. Hein. Les analyses récurrentes, ça fera augmenter forcément le prix de l'eau. Oui. Et le coût de la santé aussi derrière. Donc après, quel est le ratio entre les deux moi, je n'ai pas les infos, donc j'affirmerai. Je trouve que. Voilà. Je vous propose de mettre au voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, Cathy, sur la médiathèque départementale. Alors, dans le cadre fixé par le schéma directeur de la lecture publique SDLP, appuyé par les délibérations du Conseil départemental du 25 juin 2024, la médiathèque départementale a proposé à la commune la signature d'une nouvelle convention d'objectifs pour la période 2025-2030. C'est un renouvellement de convention qui passe en convention d'objectifs et non plus une convention de service. C'est une convention qui définit à la fois les critères d'éligibilité pour qu'une commune bénéficie de techniques de services du conseil départemental et de la médiathèque départementale pour le développement d'une politique de lecture publique et de gestion de la bibliothèque et les obligations réciproques des deux parties. Les principaux critères d'éligibilité sont les heures d'ouverture hebdomadaire au public, la formation des médiathécaires, les budgets d'acquisition, les locaux, les collections proposées,
les partenariats et les animations de la médiathèque de Pain-Justin. Il sera proposé donc la médiathèque départementale est le premier partenaire de la médiathèque de Pain-Justin-Ré. Évidemment, il sera proposé au conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs liant la médiathèque départementale et la commune de Pain-Justin-Ré et d'autoriser le maire ou son représentant à signer cette convention pour la durée 2026-2030. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Claudine, hélas, encore la convention d'occupation précaire Oui, qui revient. donc, par délibération du 13 décembre 2023, le conseil municipal a approuvé et autorisé la signature de 2 conventions avec des particuliers, M. Carreau et M. Gandoni, pour l'occupation à titre précaire d'une parcelle du domaine privé de la commune, cadastrée section AE 58, d'une contenance de 358 m². Chacun des particuliers a été autorisé à occuper la moitié de cette parcelle constituée de propriété. Quelque chose qui dure depuis un certain temps. La convention est signée avec M. Carboco jusqu'au 22 janvier 2026 et celle signée avec M. Gandini jusqu'au 31 décembre 2025. Il sera proposé au conseil municipal, enfin il est proposé au conseil municipal de proposer aux riverains de reconduire cette convention d'occupation précaire pour une durée supplémentaire d'1 année sans modification des conditions. Donc, je réponds tout de suite à la question qui a été posée. Enfin, vous pouvez le lire. Donc, la mairie ne faisant rien de ces terrains, pourquoi ne pas les vendre? Ça fait 3 ans qu'on parle de ce sujet. C'est la intéressant de clore le débat, faisant une proposition à ces 2 particuliers. Effectivement, le souhait de la commune est effectivement à terme de vendre cette parcelle aux riverains qui l'utilisent. La procédure prend du temps, car il y a des réseaux qui passent en souterrain de cette parcelle. Il faut donc prévoir des servitudes. Donc, on a pris d'abord contact avec les propriétaires, puis ensuite avec les prestataires sur ces servitudes. Et actuellement, on demande une évaluation du domaine. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps. Alors, sur le prix de vente, elle est située en zone constructible et a priori, enfin, sauf l'évaluation du domaine contradictoire, elle serait aux alentours de 150 € de mètre carré. Christopher Perron, merci pour la réponse bien complète sur le sujet. À titre de remarque, si le projet de la commune est bien de vendre ces terrains-là, pour une prochaine délibération de le spécifier, que c'est une convention d'occupation précaire dans l'attente d'un projet de séparation. Ça aurait évité de notre part en fait, de poser la question. C'est pas grave, hein, ouais. Non, mais après, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais merci en tout cas pour la réponse. Donc le terrain, ça fait sens, étant donné qu'on avait discuté par le passé de potentiellement faire des jardins partagés, ce qui n'avait pas été partagé comme vision. Donc une vente aux personnes qui bénéficient déjà du terrain me paraît sensé. Et à titre d'information, sous quel délai ça peut se faire, ça? Combien de temps ça prend pour une commune d'obtenir les autorisations, tout ça? On parle de 6 mois, non? Je pense au moins 6 mois. Donc, Non, parce que, C'est pour ça qu'on proroge d'un an. Oui. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, Sandrine Lafont. Après l'idée des jardins partagés, quand même, à terme. ça n'a rien à voir là. Ça n'a rien à voir là. Si, parce que si on vend. Mais 358 mètres carrés, comment tu veux faire des jardins partagés? Combien? 358 mètres carrés. C'est parfait. Pour un potager, c'est parfait. Partagé à qui? C'est 1, 2, c'est trop petit. C'est pas du tout l'endroit. 300 mètres carrés, c'est confortable. Vous allez sans compter qu'il y a les servitudes. Oui. Donc il faut déjà enlever de la surface toutes les servitudes. Le téléphone, tout à l'égout, l'eau. Enfin, le téléphone, il n'a rien. En tout cas, ça ne sera pas assez dans nous. Je propose de mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le point suivant sur les acquisitions foncières, donc sur le cheminement du Haumont. Donc il y a les deux, on va traiter les deux et on répondra à toutes les questions en même temps. Dans le cadre du projet de piste cyclable le long du Mont, la commune a acquis une petite surface issue de la propriété de monsieur et madame Richard, soit 3 mètres carrés pour avoir une largeur suffisante de circulation. Il s'avère toutefois que l'implantation de la piste sur la largeur obtenue ne permet pas d'assurer une circulation suffisante sécurisée en raison de la trop grande proximité du Haumont. Monsieur et madame Richard ont donc été sollicités à nouveau et ont accepté de céder à la commune une surface supplémentaire sur leur jardin, soit environ 10 mètres carrés au même prix de 150 € au mètre carré. La surface sera définitivement fixée par l'intervention d'un géomètre.
il est précisé que la commune prendra en charge la création d'une nouvelle clôture et les frais relatifs à cette cession. On enchaîne sur la 8, comme ça on répondra aux questions. Donc c'est la même chose, c'est toujours pour la piste cyclable le long du Haut-Mont. Cette fois-ci, c'est la société Promologie qui a cédé à la commune une surface issue de sa propriété au numéro 2 avenue de Toulouse, de 172 mètres carrés, après, pour avoir une largeur suffisante de circulation. Donc, pour la même raison, l'implantation de la piste sur la largeur obtenue ne permet pas d'assurer une circulation suffisante. Donc, on a sollicité la société Promologie à nouveau et elle a accepté par principe de céder à l'euro symbolique à la commune une surface supplémentaire sur l'espace commun des 2 logements loués à cette adresse, soit environ 54 mètres carrés. Donc, la surface sera définitivement fixée par l'intervention d'un géomètre. Il est précisé aussi que la commune prendra en charge la création d'une nouvelle clôture et les frais relatifs à cette cession. Parfait, donc il y avait une première question sur la D17, si vous voulez la lire. Oui. Alors, Christopher Perron. La délibéré 7, la première question, c'est comment est géré le pluvial de Promologie avec les travaux de passage piéton-cycle le long du Haut-Mont. Auparavant, il semblait y avoir des bassins, on va dire des sortes de retenues d'eau, un peu puisards. Une étude a-t-elle été faite avant de toucher au Haut-Mont, notamment en remodelant les bords du ruisseau? C'est ce qui a été constaté dernièrement. Par ailleurs, est-ce qu'une autorisation a été demandée et accordée pour effectuer cette démarche, qui nous semble-t-il peuvent impacter les frayères présentes le long du Haut-Mont et documentées à ce sujet? Le projet a consisté à conserver donc, les capacités de stockage de pluvial en installant des casiers en plastique recouverts de terre, gardant une capacité et un fonctionnement identique à ceux qui existaient avant les travaux. Donc, je pense que vous avez vu les casiers, il y a à peu près un semi-remorque entier de casiers qui a été mis dans de tennis. Et donc pour cela, donc, des études ont été faites avant le chantier. Toutefois, il n'y a pas eu de remodelage du Haut-Mont, mais un alignement de la piste. Le cours d'eau, lui, n'a pas été touché. Les berges ont été touchées. Non, le cours d'eau n'a pas été touché. Les berges ont été gratées. Elles n'ont pas été ratées. Ils ont aligné la terre et ils ont levé de l'herbe. Ouais, voilà. Le cours d'eau en lui-même, il n'a pas été touché. Ok, donc ensuite il y avait une question pour Claudine. Une question a été posée aussi. J'avais posé, est-ce qu'une autorisation a été accordée pour faire les démarches au niveau de l'ensemble de cette démarche? Parce qu'il y a une étude de l'eau, un petit peu tout ça qui doit être faite. On n'a pas touché au ruisseau, donc il n'y a pas eu de demande particulière. Pas de demande, ok. Sur la D17 et 8, il y avait une autre question. Oui, alors la question c'est, pouvez-nous nous préciser sur quelle base juridique et financière la commune acquiert une partie du foncier de Promologie pour l'euro symbolique, tandis qu'elle indemnise un particulier à hauteur de 150 €, et c'est pour chacune de ces acquisitions, un avis des domaines a été sollicité. Pour répondre à cette question-là, il me semble que vous avez déjà pré-répondu auparavant, en disant que les 150 € venaient d'une étude des domaines, si je ne me trompe pas, donc ça, la réponse est pour moi répondue. Je ne sais pas si vous avez un complément d'information. Il y a une différence entre l'achat en particulier et l'achat en Promologie. Les prix d'acquisition du foncier dépendent notamment du classement des parcelles au PLU. La parcelle des consorts Richard est classée en zone UB, c'est-à-dire constructive, et ce qui explique le prix de 150 € du mètre carré. La parcelle sur laquelle intervient l'acquisition en Promologie est classée en zone N, naturelle, et n'est pas constructible, ce qui explique que l'acquisition l'euro symbolique. Pour les acquisitions inférieures à un seuil de 180 000 €, la consultation du service des domaines n'est pas obligatoire pour l'acquisition. Par contre, pour la vente, oui. C'est pour ça que nous attendons pour la vente aux 2 personnes indiquées précédemment. D'accord, merci pour l'information. Après, en complément, j'avais aussi en tête que, pour clarifier la question, les 1 € de Promologie n'étaient pas un problème pour nous. Le bailleur peut vendre l'euro symbolique en fait à son terrain sans aucune discussion. La question était par rapport au fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'opposition entre les 150 € payés d'un côté pour acheter la parcelle d'un particulier et les 1 € symboliques avec le lotissement. C'est pas une opposition dans ce sens-là, dans le sens où avec un lotisseur de type Promologie, l'euro symbolique peut être proposé peu importe le type de parcelle. Ils auraient une parcelle constructible, ils auraient pu le proposer 1 € symbolique.
dans le cadre d'un service par rapport... Non? C'est pas le cas, c'est des espaces verts. Oui, là, même ma question va dans... Je ne savais pas que c'était des espaces verts d'une première part, mais dans un second temps, si c'était un espace constructible ou quoi que ce soit, le lotisseur peut décider de vous proposer un euro symbolique. Ils sont contents parce que c'est eux qui faisaient l'entretien et maintenant ce sera nous. Oui, peut-être, peu importe le... Et il faut qu'ils rendent compte quand même à leur conseil d'administration. Ok, oui. Il y avait une autre question sur l'étude, sur la D8. Attendez, alors, oui, l'autre question c'était, toujours Christopher Perron, qui a réalisé la première étude de faisabilité de piéton-cycle. Comment se fait-on qu'une telle erreur d'appréciation de 54 mètres carrés ait pu être commise? Bon, pour un peu l'aspect mathématique, c'est 23% de l'opération. Dans quelle commission de travaux ce sujet a-t-il été traité? Et pour ma part, ce sujet n'a pas été traité en commission mobilité. Alors, les études de la piste de l'avenue de Toulouse ont été réalisées par le cabinet 2AU, pour le Mauritanie, qui exerce la compétence. Okay. La séparation du foncier a été réalisée par le géomètre à partir du plan des travaux en fait. Cependant, la mise en place du chantier, le cabinet a préféré éloigner un peu la piste cyclable pour gagner en sécurité, en confort et avoir un visuel de continuité. La surface de 54 mètres carrés ne représente pas fort pourcentage par rapport à la longueur totale du chantier. Donc c'est pas tout à fait 23%. Donc pour bien comprendre, c'est à l'étude initiale, il n'a pas été vu qu'il fallait décaler davantage. À l'étude initiale, il n'y avait pas un besoin d'avoir autant de mètres carrés. Et lors de la mise en place du chantier, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait besoin d'un peu plus de mètres carrés pour avoir un visuel plus limpide de la piste cyclable. Les règles du propriétaire, etc., ça n'a pas été vu à l'étude, mais ça a pu être corrigé dans le cadre des réunions du chantier. Il va aller mieux le corriger, sinon on reste tout près. Le risque, c'est qu'il y ait quelqu'un qui tombe dans la recette. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ce point n'a pas été discuté en commission. Non, parce qu'en fait, le point a été vu sur la réunion de chantier et on a pu le traiter. Donc c'était déjà en action. C'était complètement déjà lancé. Une dernière question, Sandrine Lafont. Vous avez parlé que la mairie va payer les clôtures, ce qui me semble normal, et les gens n'ont pas demandé qu'il y ait des plantations aussi, parce que du coup on voit complètement, il y avait des plantations qui ont été arrachées, quoi. Après chez eux c'est domaine privé et nous on est domaine public, donc après les gens ils font ce qu'ils veulent. Nous on va proposer de mettre un caillebotis en bois tout le long, et après ils font ce qu'ils veulent. Mais la haie est un... Si Promologie faisait bien les choses, parce que là c'est pas chez nous, mais la majorité des haies sont mortes, parce qu'en fait il n'y avait pas d'entretien, elles étaient en surépaisseur. Donc aujourd'hui ceux qui restent, les cyprès qui restent, il y a 80% qui est mort, vous regarderez. Et en théorie il faudrait tout arracher, mais c'est pas nous qui allons assumer ce truc-là. Je précise aussi que la plupart des propriétaires ne le souhaitent pas. Parce qu'ils ne veulent pas faire de l'entretien. Et c'est souvent des locataires. En fait, les deux, là, aucun des deux n'a demandé qu'on leur remette des plantations, quoi. Non. C'était ma question. Ok, merci. Ok, donc on va passer au vote, donc les deux en même temps, si vous voulez bien. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc merci pour le point 7 et 8, adopté à l'unanimité. Le point 9, Nathalie, sur le versement de la subvention au CCAS. Donc, jusqu'à maintenant, la subvention de la commune au CCAS était versée sur la base de la délibération d'approbation du budget, qui fixait son montant, puisqu'il s'agit d'une dépense disposant d'un article comptable spécifique. La trésorerie de Muret a informé récemment la commune qu'elle exigeait dorénavant une délibération spécifique autorisant le versement de cette subvention. Il sera donc proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de la subvention de la commune au CCAS d'un montant de 10 000 € au titre de 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on met au voix, qui est contre, s'abstient, unanimité, merci. Donc Nathalie, aussi pour le point 10, avec la modification qu'on a remis au cours de la séance. Donc, autorisation d'exécuter le budget primitif avant son vote. Autorisation d'engager, de liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif de 2026. Donc l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales
précise que dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été voté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité est en droit de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Pour ce qui concerne les dépenses d'investissement, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits au budget de l'exercice précédent. C'est-à-dire non seulement les dépenses inscrites au budget primitif et au budget supplémentaire, mais également celles inscrites dans les décisions modificatives. Le budget primitif devant être voté en février 2026, il est proposé d'autoriser l'exécutif à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans les limites indiquées ci-dessus. Donc, pour rappel, le vote du budget primitif est virement 2025. C'est un budget de 4 156 148 euros, avec un solde d'exécution de la section reportée de 589 474 euros, des RAR de 358 017 euros, des écritures d'ordre de 736 000 euros et une dette de 217 279 euros. Donc le montant à prendre en compte pour notre calcul est de 2 157 877 euros, soit l'ouverture de crédit de 539 469,25 euros répartis comme ci-après. Donc pour les chapitres 20, donc inscription des crédits avant le vote du budget 2026. Pour le chapitre 20, immobilisation incorporelle, montant maximum autorisé 50 000 euros. Pour le chapitre 204, subvention d'équipement versé, montant maximum autorisé 110 000 euros. Pour le chapitre 21, immobilisation corporelle, montant autorisé maximum 229 469,25 euros. Pour le chapitre 23, immobilisation en cours, maximum autorisé 120 000 euros. Et pour le chapitre 27, dépôt et cautionnement versé, 30 000 euros. Donc le conseil municipal propose de voter la délibération. Donc c'est des délibérations qu'on prend chaque année, simplement c'est pour que la commune continue à payer, honorer ses factures et commencer les premiers investissements quand il y a des délais de livraison urgents en début d'année. Donc cette année, comme c'est une année d'élection, on anticipe un petit peu le budget et on votera le budget en février au lieu d'avril. Est-ce qu'il y a des questions? Sandrine Lafont. Donc je comprends qu'on votera le budget plus tôt que d'habitude, comme tu viens de le dire. Donc ça veut dire que c'est 2 mois en fait sur lesquels on doit être en avance de phase par rapport au vote du budget d'après. Donc 25% du budget annuel pour 2 mois, moi je trouve que c'est beaucoup. C'est-à-dire que ça fait un quart de l'année, ça fait 4 mois en fait. C'est la règle habituelle en fait. C'est la même règle que si on avait voté en avril. Sauf qu'il y a 2 mois de moins. Oui, c'est un plafond. On pourrait baisser le taux, c'est automate, c'est ça. C'est un plafond en fait. C'est un maximum. C'est un maximum, on va pas Donc dépasser. on aurait pu dire 20% par exemple. En fait, c'est un capital. En fait, c'est Christopher Perron, c'est juste une autorisation à dépenser jusqu'à 25%. Donc, oui, mais il y a peu de chances qu'on les dépense. oui, après, si c'est cramé sur 2 mois, après, t'as 10 mois à traîner avec les 75. Non, mais par exemple, on a inscrit au budget, peut-être qu'on ne pourra pas le faire pour des raisons financières, mais si on veut commander un véhicule, aujourd'hui, pour commander un véhicule, il y a 6 ou 7 mois de délai. Il est important qu'on puisse le commander assez tôt dans l'année pour éviter d'attendre X temps. Voilà, par exemple, c'est un exemple. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de mettre au voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Si on a la même chose pour le CCAS sur le point 11. Donc, budget primaire 2026, ça compte sur subvention du CCAS. Donc, le budget annuel du CCAS est de faible importance et la recette est essentiellement assurée par la subvention de la commune. La trésorerie du CCAS reste, elle aussi, assez faible tout au long de l'année, mais est particulièrement faible en début d'année budgétaire. Donc, pour éviter de se retrouver dans une situation de trésorerie tendue face aux dépenses, il est proposé d'autoriser à verser, avant le vote du budget de la commune et du CCAS, un acompte sur la subvention annuelle de 25% de la subvention de 2025, qui était de 10 000 euros, soit un montant de 2 500 euros. Cet acompte ne sera versé qu'en cas de nécessité. On voit qui est contre. Parfait. Merci. Une nouvelle garantie d'emprunt pour la rénovation de logements.
Donc, par courrier du 28 février 2025, la société Promologis sollicite de la commune la garantie à hauteur de 50% de 2 emprunts destinés à financer la réhabilitation énergétique de 10 logements dans l'opération Le Perrier, située rue du Perrier et rue des Acacias à Pont-Justave. Promologis a sollicité le Murtin Agglomération pour garantir les 50% restants. Les prêts à garantir sont un prêt PAM Éco près de 30 ans d'un montant de 118 000 euros et PAM 25 ans d'un montant de 247 000 euros. Il sera proposé au conseil municipal d'accorder la garantie de la commune sur 50% de ces emprunts. Il est précisé que le ratio de couverture passera de 18,85% à 19,12%, sachant que le plafond est fixé à 50% maximum. Christopher Perron, une question sur la zone Perrier. On avait vu dernièrement que la zone Perrier a été vendue par Promologis. Donc il s'agit en fait de logements qui sont toujours sous la responsabilité de Promologis. Non, la zone Perrier. Actuellement, ils ont vendu combien à peu près, en pourcentage? Ils ont vendu tout l'endroit, tout le devant, où en fait ils ont enlevé les clôtures, quoi. Mais après, je ne sais pas derrière. Ok, donc ça concerne une partie. Ok. Pas d'autres questions, on peut le mettre au voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci. C'est à moi, donc avec Vilat, la convention de participation au parking de l'avenue Carrière. Donc, depuis plusieurs années, la commune de Vilat accepte d'augmenter son implication dans les financements du groupe scolaire Jean Jaurès, qui accueille les enfants de nos deux communes. Ainsi, par 2 conventions signées en 2022, elle a accepté de prendre une part plus significative des dépenses courantes du groupe scolaire et d'autre part a décidé de s'investir dans le projet de construction du centre de loisirs. Puis, par 2 conventions signées en 2024 et 2025, elle a accepté de participer aux investissements intermédiaires. Pour accompagner la livraison de la Villa des Pinsons, les 2 communes ont convenu de procéder à un aménagement du parking situé entre le centre de loisirs et la halle des sports, avenue Carrière. Cette opération aujourd'hui est terminée et seules les subventions restent à percevoir. Les 2 communes ont convenu de répartir le coût de ces aménagements sur les bases suivantes. Donc le coût de l'opération, 280 154,57 €. La subvention de l'agence de l'eau qui est toujours attendue pour 28 360 €. Une subvention du PRI du CELI 31 attendue de 69 918,54 €. Donc le coût net estimé de l'opération est de 180 876,03 €. Après la prise en compte de la part des élèves de chaque commune, la participation prévisionnelle de la commune de Vilat s'établit à 47 396,89 €. Il est proposé d'étaler cette participation sur 3 années, soit un volume annuel de 15 798,96 €. Il est précisé qu'une actualisation de la répartition entre les 2 communes sera effectuée après la perception ou non des subventions attendues. Le conseil municipal sera amené à approuver le projet de convention à conclure avec la commune de Vilat. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On propose de mettre au voix. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Unanimité. Merci. Donc maintenant, on attaque le restaurant scolaire. Ouvrez. Donc, face à l'augmentation régulière du nombre d'enfants scolarisés fréquentant les restaurants scolaires, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire, la commune doit procéder à l'extension de cet équipement. À cette occasion, la commune, après des échanges avec le Murtin Agglo, qui gère les cuisines centrales et assure pour la commune le service commun du service à table, envisage de faire passer en self le restaurant scolaire pour les élèves d'école élémentaire. Il incombe au conseil municipal d'adopter le programme de l'opération et d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle pour sa réalisation. Le programme a été élaboré par les services de la commune en indiquant la nature des travaux prévus ainsi que les exigences et contraintes pour leur réalisation. Extrait du programme. La commune de Pont-Justave envisage la réhabilitation et l'extension du restaurant scolaire du groupe scolaire Jean Jaurès. Ce complexe éducatif est positionné en partie sur la commune de Pont-Justave et celle de Vilat, sur un terrain appartenant à la commune de Pont-Justave. Le groupe scolaire Jean Jaurès est composé actuellement d'un primaire de 13 classes réparties sur 3 bâtiments et d'une maternelle de 8 classes, ainsi que d'un accueil de loisirs. Il a été construit par étapes entre les années 80 et 2024. Le développement de l'agglomération toulousaine
lors des 25 dernières années, a engendré une augmentation des populations des deux communes. Aujourd'hui, il est nécessaire, la restauration scolaire est en tension, puisqu'arrivant aux limites de ses capacités. Elle ne pourra faire face au développement des deux communes dans les années à venir. Il est donc important de remettre ce restaurant scolaire au cœur de notre époque, dans toutes ses dimensions, pour le faire entrer de plein pied dans le XXIe siècle, ère de protection de la planète et de nouvelles technologies de la communication. Le présent programme présente une définition des besoins précis des maîtres d'ouvrage et des utilisateurs, nourris de son expérience de l'utilisation et de la vie des écoles dans la commune. Il intègre pour le concepteur toutes les problématiques dans l'ensemble de leurs dimensions qu'il est impératif de prendre en compte afin de réaliser un ouvrage adapté à son utilisation spatio-temporelle. Le restaurant scolaire est en décalage avec son époque. Un écart non négligeable est mesuré avec des exigences actuelles. Lutte contre le risque incendie, accessibilité, réglementation thermique, sécurité du travail, lutte contre les risques majeurs, lutte contre les risques d'attentat, lutte contre les risques sanitaires, intégration des NPIC, exigences de maintenance et d'entretien, exigences en matière de nettoyage, accès à une énergie durable, amélioration du cadre de vie, bâtiments à énergie positive, préservation des zones humides. À ces demandes générales, il est nécessaire d'ajouter ces points particuliers. Anticiper un accueil de 100 enfants de plus, soit 562 élèves à faire déjeuner. Augmenter le confort de l'accueil, phonique et thermique. Séparer les enfants de maternelle de ceux du primaire, sans que cela ne soit discriminant. Favoriser la filière bois et les matériaux biosourcés. Favoriser une zone de restauration pour les adultes avec réchauffage indépendant, micro-ondes. Prévoir une terrasse en liant le restaurant scolaire et le préau de la Lahaye. Revoir la zone de lavage des mains. Mettre en œuvre une décoration adaptée aux enfants. Mettre en œuvre un éclairage doux. Passer en self la distribution des repas aux élèves du primaire pour que malgré l'augmentation des effectifs, on n'excède pas un temps équivalent à 3 services à table. Conserver le service à table des maternelles. L'enveloppe financière prévisionnelle globale pour la réalisation de ce programme est de travaux 1 070 882,88 € hors taxes. Services maître d'œuvre et divers 169 184,71 € hors taxes. Aléas imprévus 109 932,41 € hors taxes pour un total de 1 350 000 € hors taxes. Le plan de financement prévisionnel de l'opération serait le suivant. Donc là, vous avez dû avoir effectivement le tableau avec les montants. Donc pour un total de 1 350 000 €. Il sera proposé au conseil municipal d'adopter le programme des travaux d'extension et de réaménagement du restaurant scolaire du groupe scolaire Jean Jaurès et d'arrêter le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation de ce programme à la somme de 1 350 000 € hors taxes. Pour résumer, donc, la cantine aujourd'hui est assez bruyante, elle n'est pas très agréable, elle n'est pas très jolie non plus, puisqu'elle n'est pas décorée. Donc l'idée c'est de la moderniser avec des matériaux bois, donc effectivement pour améliorer le confort phonique et thermique. Donc on aura aussi la géothermie et on profite de l'agrandissement pour pouvoir mettre un self pour les enfants. Enfin, ça les rend beaucoup plus autonomes et ça fait gagner du temps sur les services pour qu'effectivement ils puissent avoir un temps de récréation un petit peu plus long. Donc c'est par rapport au plan que vous avez demandé, donc c'est un emplacement qui avait été prévu quand on a fait le bâtiment des Alaïs, puisqu'on avait mis un emplacement réservé pour agrandir la cantine entre le bâtiment de la cantine et où il y avait le tennis. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Christopher Perron. On a bien reçu un plan, par contre il n'est pas très intelligible. Est-ce que vous pourriez l'expliquer? J'ai expliqué, il y a un emplacement réservé entre les deux bâtiments. J'ai le plan ici, on ne voit rien. C'est pas marqué emplacement réservé, détour de la zone. Montrez-le nous, monsieur le maire. Montrez-nous le contour, on ne voit pas. Il est visible sur tous les plans, vous avez en envoyé un, mais les autres... Enfin, l'école, vous la connaissez aussi bien que moi. Vous savez très bien qu'il y a un bâtiment entre les deux, il y avait un cours de tennis, et entre les deux bâtiments, il y a un espace qui est libre. Non, monsieur le maire, on a reçu un document qui a été scanné d'impression, on ne voit aucun plan. Mais j'ai pas mieux. Pardon? J'ai pas mieux. Donc, j'ai pas mieux. Vous n'avez pas un plan avec à quoi ça ressemble et...
On ne voit rien sur les plans. Mais on est, à quoi ça ressemble? On est dans l'étude, on est dans le projet. Non, mais Justement, c'est le chiffrage, c'est bien qu'il y a quelque chose qui est prévu. Le chiffrage, mais on n'a pas de plan de l'architecte. Non, la question est autre. Le document initial, c'est un document numérique qui a été imprimé, scanné. Donc vous disposez d'un document qui est de meilleure qualité, qui permettrait de voir les schémas. On n'est pas de meilleure qualité. Parce que vous avez énormément de croquis. Je reprends ce document, page 17. On ne voit rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Pas mieux. C'est pas possible. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre comment c'est agencé? Parce que la question qui se pose, c'est que le projet est à combien? Tout d'ailleurs, dans le document, dans la note de synthèse et dans le document, c'est pas les mêmes. D'un côté, c'est marqué hors taxe, de l'autre côté, c'est marqué TTC. Quel est le bon montant? Parce que 350 TTC dans la non, je vous demande la précision parce que pour exactement le même montant, juste l'unité change. Il y a du TTC, du hors taxe entre les deux documents. Donc à 20% d'écart, c'est sur 1 million, ça commence à causer. C'est quoi ces TTC? Où est-ce qu'il y a du TTC? Je ne Pourquoi il y a les deux montants? C'est les dépenses et les recettes. Il n'y a pas de TTC. Il n'y a pas le TTC. Je ne sais pas où est le TTC. Enfin, s'il y a du TTC, il est où? Il n'y a pas de déclaration. Pardon? Si vous prenez le document que vous nous avez transmis, qui était lisible, mais qu'on arrive à lire le texte, page 9, sur 51, il y a marqué justement, soit 1 070 882,88 TTC. Et dans la note de synthèse, c'est du hors taxe. C'est du hors taxe. Voilà. Donc on a un document qui précise du TTC, du hors taxe. C'est du hors taxe. De toute façon, dans la délibération ici, c'est du hors taxe. Pour nous qui sommes conseillers, nous avons deux documents, le doute existe. Donc à 20% d'écart, il y a quand même une sacrée... C'est la délibération, je crois. Ok. La question qui se pose dessus aussi, c'est que par rapport au montant des allées, les allées finaux, c'est combien de surface à peu près? 250? Non, c'est 600 mètres. 600 mètres carrés les allées? On a payé combien? 1 300 000 ou 1 600 000 sur le final? 1,8 million, on est comme ça. 1,8 million pour 600 mètres carrés, là on se retrouve à peu près 1 million hors taxe, du moins pour 200 mètres carrés maximum. Mais non, parce qu'en fait, il y a le réaménagement de l'ensemble. On change toutes les menuiseries, toute l'isolation toiture, on refait le self, et il y a l'agrandissement sur le côté. On le voit où dans les documents? Parce que là on peut pas, on constate rien. Je sais pas de documents, on vous a donné le programme. Là, si vous lisez le programme, on dit tout ce qui va être rénové. Franchement, on n'a pas la documentation pour regarder. On se demandait aussi, on assiste à toutes les commissions, puisqu'on a demandé à être de tous les groupes de commissions et on assiste systématiquement aux commissions. On n'a pas vu traiter le dossier en commission travaux, école, urbanisme, qu'est-ce que j'oublie? Enfin, aucune en fait. Ouais, donc ces commissions-là, on n'a pas parlé de ça. Quand est-ce que ce dossier-là a été abordé et discuté en commission? Déjà depuis le début du mandat, on savait qu'il fallait refaire la qualité. Non mais où on a vu discuter des plans avec des documents lisibles. Mais on n'a pas de plan. Non, vous avez des plans qui ne sont pas lisibles dans un document PDF, c'est sûr, vous les avez puisque vous avez été capable de nous renvoyer un des plans et pas les autres. C'est un endroit où il y a l'emplacement réservé. Non, Philippe, c'est pas sérieux là. Vous avez forcément des plans pour des chiffrages. Et il n'y a pas les chiffrages non plus. C'est-à-dire qu'on a le montant total et on n'a pas comment. On n'a pas le détail. On vient de dire qu'on avait le détail. Il est où? On n'a pas le détail, on a le détail de ce qui va être fait. Audrey vient de lire. Tu viens de dire qu'on avait le détail. On l'a pas vu. Non, on n'a pas le détail. On a le détail de ce qu'on doit faire. Ce qu'on vient de dire dans la délibération. Donc le chiffrage en fait des différents travaux, on n'a pas les plans, on n'a pas les chiffrages. La question est... Non, il y a un chiffrage. On approuve le programme. On ne dit pas qu'on a le programme. On approuve le programme et l'enveloppe financière. On ne dit pas qu'on a l'étude et on ne dit pas qu'on a le programme. Là, Christopher Perron, la question dessus, c'est que pour faire un chiffrage, pour avoir un volume comme ça, il y a quand même une description de ce qu'il y a à faire. Bien sûr. Mais c'est pas suffisant, là, on ne voit pas. Et on a envoyé un cahier des charges, ce qu'on vous a donné aussi. Le programme, on l'a envoyé les architectes. Les architectes ont répondu. Donc on a une idée de l'enveloppe. Mais j'ai pas plus que ça aujourd'hui. Mais donc tu as la réponse de... Mais non, j'ai pas la réponse. Ah bon? Ils t'ont répondu? Mais nous, on doit d'abord approuver une enveloppe et après on continuera. Non, tu as envoyé un cahier des charges et tu as eu une étude des architectes, c'est ça? Non, on a envoyé une consultation. D'accord. Comment on a évalué le chiffrage? Qui? Il est dans le cahier des charges. Donc il y a quelqu'un qui a évalué. Bien sûr. Donc il y a 100 Donc mètres il y a une carrés. évaluation par poste. Oui. Ou alors vous avez fait une évaluation à la surface. En fait, il y a une évaluation quelque part. Ne dites pas qu'il n'y en a pas.
Et vous avez tous les documents qu'on vous a transmis. Non. Là, Christopher Perron, là, actuellement, la problématique, c'est qu'on ne voit pas la part dans ces 1 million d'euros qui concerne la construction pure de l'extension de la cantine et la rénovation globale. Je n'ai pas le détail. Bah, t'as bien les postes, l'électricité, etc., c'est évident. Mais de toute façon, il faut tout reprendre. Non mais Philippe... Entre de toute façon, et vous avez les informations, c'est juste qu'elles sont pas, elles sont pas communiquées dans le document. Elles sont pas données aux élus pour voter. Elles ne sont pas données là, puisqu'on est dans l'approbation du programme. Non, c'est marqué dans la délibération. Il y a effectivement des exigences en matière, par exemple, de nettoyage. Enfin, ça va être, c'est à l'étude. C'est exactement comme pour les allées, il y a l'approbation du programme et après on a le programme. Justement, pour les allées, n'en parlons pas, parce que c'était exactement la même chose. On peut en parler, c'est exactement la même chose. Non, c'est exactement la même chose. Okay. Donc on a le même problème qu'à l'époque. C'est éléments. qu'on est en train de voter un programme de plus d'1 million, 1,3 million hors taxe, sans avoir les éléments de description de ce qui va être fait, vous comprenez quand même ni bien, le chiffrage. mais si on a décrit ce qu'on allait faire, après vous comprenez bien qu'il faut d'abord approuver le programme pour qu'on avance sur les études. Non, les plans ne sont pas lisibles dans les documents qu'on nous a remis. Il faut demander les subventions. Pour demander les subventions aussi. C'est principalement, c'est ça le plus important, c'est pour demander des subventions, notamment la DTR, à la fin de l'année. C'est ça qu'il faut faire. Si on n'a pas de programme, on ne peut pas avoir de subvention. On n'a pas les infos, ça n'a jamais été discuté en commission. On n'a pas les infos dans les documents. On vous les demande, vous expliquez que vous n'avez pas, ce qui est juste impossible pour avoir un chiffrage, il faut bien avoir un détail, et vous nous expliquez que c'est comme ça. Non. Christopher Perron, sur la remarque, en fait, nous n'attendons pas, en tout cas moi je n'attends pas que les chiffrages soient précis, mais au moins d'avoir une base pour comprendre ce qui a servi à ce chiffrage-là. Vous parlez justement des ALAE. Entre le chiffrage initial et le chiffrage final, il y a eu un sacré écart. Donc combien, monsieur le maire? 1,3 million pour 1,6 million, non? Non. Combien d'écart alors? Dites un chiffre. Mais de toute façon, tous les travaux, il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qui changent, et au fur et à mesure, les choses sont affinées aussi. Donc, je suis d'accord avec vous, justement, à chaque fois que c'est affiné, on part sur une hypothèse, on la travaille et on change les thèmes. On a déjà cette hypothèse-là, en tout cas, c'est une enveloppe. Voilà. Et peut-être que ça sera moins. On a trouvé une enveloppe. Aujourd'hui, je n'ai pas le programme. Non, si vous avez les calculs de l'enveloppe. C'est pas possible. C'est pas un chiffre comme ça. 1,3 million. Et on est bien obligé d'avoir une estimation. Oui, c'est cette estimation-là qu'on demande. Mais tu prends la surface, tu divises et tu vas avoir une estimation. Non. Par rapport à tout ce qu'on demande. C'est pas correct. Pour revenir sur le document, à un moment donné, il était marqué que l'augmentation de la cantine, c'est ça? Non, c'est pas ça. On veut les documents nécessaires pour qu'on juge en tant qu'élu pour voter. Vous votez contre. Donc nous vous refusons de voter, ce qui n'est pas pareil. Vous refusez de voter. Monsieur le maire, on va procéder au vote parce que sinon on va... Dans le document, il est spécifique. Non, c'est des débats, c'est normal. Oui, on débat, mais il n'y a que vous qui débattez. Enfin, toujours. On sait. Monsieur le maire, juste cette remarque-là, nous avons fait remarquer qu'il y avait un écart entre hors taxe et TTC, déjà entre les deux documents. Donc c'est pertinent, notre débat est pertinent. Et j'avais une remarque aussi par rapport à ça. Vous faites, il a été dit que l'augmentation de la cantine est largement conditionnée au fait qu'il y ait 2 classes supplémentaires qui doivent être chiffrées dedans. Par rapport à cette information n'a pas été donnée en commission école. Si on dépasse ces classes-là, quel va être le projet de ces cantines? Est-ce qu'elle permettra d'absorber ou on passera sur du 3 repas par... J'en ai aucune idée, moi j'ai pas une boule de cristal pour savoir comment elle va évoluer la population. Je pose la question par rapport au dimensionnement. Monsieur le maire, on fait dimensionnement sur 2 classes supplémentaires. J'en sais rien. Oui, mais je suis surpris, je fais partie de la commission école, on n'a jamais discuté de la possibilité d'avoir plus de classes et comment réagir en conséquence. Parce qu'on peut se poser aussi la question par rapport aux ALAE, si nous grandissons encore, vont-ils être assez grands? La cantine, c'est pertinent, nous sommes sur la discussion. On ne va pas agrandir outre mesure, de toute façon on a les chiffres de l'État et vous connaissez très bien les croissances de population qui sont prévues par l'État. La commune, elle est en grande partie avec des zones inondables. Aujourd'hui, la démographie baisse, donc je ne suis pas persuadé qu'on ait un nombre important de nouveaux enfants. Il faut savoir que Villat, avec ce qu'ils ont construit, ils ont eu que 10 enfants. Ils ont construit des logements et ils sont passés à 1200. Ils ont eu que 10 enfants qui sont venus, donc je ne suis pas persuadé qu'on aura beaucoup plus d'enfants. Par contre, au-delà de la croissance du nombre d'enfants, moi ce qui me paraît important, c'est le confort des gens qui y travaillent. Parce que aller manger à la cantine, j'y vais au moins une fois par an, c'est très bruyant et il doit y avoir des retours des enfants, c'est pas très agréable, même s'il leur impose des règles de silence. Et je pense que le self-service, ça fait vraiment gagner du temps, et ça c'est important. Voilà. Monsieur le maire, là-dessus, on n'a jamais dit le contraire, on n'a pas discuté là-dessus. Et pour après dans votre sens, je trouve que ça fait vraiment sens de mettre à jour le confort des enfants, notamment des plus jeunes qui s'expriment un peu fort. On sait tous que les décibels s'augmentent, et sans aménagement des espaces, ça ne fera qu'empirer. Je reviens à l'objectif de la délibération, c'est d'approuver un programme et une enveloppe financière. Donc je reviens sur ça.
Donc on va procéder au vote. Non, pour excusez-moi, l'approbation. j'ai encore une question. Vas-y. Audrey, tu as dit que le but c'était de passer à 3 services à table. Moi j'avais compris Donc, que dans le document C'est c'était 2. C'est pour maintenir, si possible, les deux Si possible, qui deux. sont déjà à l'heure actuelle. D'accord. Donc en fait, la marge, si jamais il y avait plus d'enfants qui arrivaient dans les lotissements que ce qu'on peut penser, quelque part il y a une marge pour passer à l'équivalent de 3. En ayant le 7. En ayant cette. Et puis, t'as marge de 100 places de plus, pour 2 places, ça fait quand même vachement de marge d'échappée. On est un peu tranquille. Et ça prend en compte le fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui en proportion mangent à la cantine, c'est ça, le 100? Tout à fait. Sachant que là, on est dans des effectifs qui sont maintenus depuis plusieurs années au niveau des effectifs sur l'école. Il n'y a pas une grande marge de progression d'enfants scolarisés. Et on voit déjà l'augmentation du nombre d'enfants qui mangent à la cantine, la proportion sur Parce un que nombre de le vrai prix du repas, c'est 6,50 €. Et il n'y a personne qui paye 6,50 € le repas. C'est aussi pour ça que les parents mettent les enfants à la cantine. Et aussi que les parents travaillent. Pas tous. Donc je propose de voter l'approbation du programme. Moi j'insiste, j'explique pourquoi je refuse de voter. Tu as déjà je sais dit, on pas a comment. compris. Mais on n'a pas encore fait. Ah non, je refuse de voter, donc je ne peux Tu pas refuses de participer voter. au vote. D'accord. Donc, on n'a pas eu le chiffrage, on n'a pas eu les plans, on les a redemandés en disant qu'ils ne sont pas lisibles, on n'en a eu qu'un qui nous est revenu. Donc, Le plan, ça n'a été. On a dit que l'intégralité des plans n'était pas. Non, les plans. Avec la zone, effectivement. Non, tous les plans. Non, C'est le plan d'implémentation, on n'a pas plus. les autres, mais si, les autres, ils sont dans le document. Non, je vais jusqu'au bout Ils n'ont pas d'expliquer. plus, ils disent qu'ils n'ont pas plus alors qu'ils sont présents. C'est leur position. Donc, en fait, on arrive, et ça n'a été discuté dans aucune des commissions, et on est à toutes les réunions de toutes les commissions. Donc, en gros, on arrive en conseil municipal et on nous dit, parce qu'on doit demander la subvention fin d'année, eh ben, vous votez. Sinon, vous ne voulez pas améliorer le confort de l'école. On veut améliorer le confort de l'école. Par contre, on n'a pas les informations qui sont données aux élus pour prendre une décision étayée. On vous donne ce qu'on a. Ouais. Non. Ce que vous voulez donner. Sandrine. Le plan, c'est un focus qui a été fait Ils à sont dans partir- le 2. c'est un focus qui a été fait à partir du plan des avril, en fait. Donc on n'a pas plus de temps. Mais ils ne sont pas lisibles dans le document. On vous les a demandés parce qu'on ne pouvait pas les lire. On vous a envoyé ce qu'on avait. On ne va pas le dire 10 fois qu'on vous a envoyé ce qu'on avait. Ça, c'est votre opinion. C'est votre opinion, non, c'est ce qu'on vous a envoyé. Non, vous disposez d'un document vous disposez d'un document originel, vous avez fait un scan de ce document. Mais même Renvoyer le document original aurait été plus net. Le document, il n'est pas de bonne qualité, parce que si on avait fait un scan, il aurait été de bonne qualité. Pardon? Le scan, le document original n'était pas de bonne qualité. Le scan, il n'était pas bon. Quoi. On n'est pas mieux. Bon, on va pouvoir finir par voter. Moi, je refuse aussi de voter parce que. Oui, ok. Donc on y va. Donc les refus de vote. Et je prends pour Nathalie Martier aussi. Le vote contre. Les abstentions. Merci. Le point suivant, Nathalie, l'attribution de chèques cadeaux pour le personnel communal. Donc, le juge administratif admet que l'octroi d'un cadeau de faible montant ne constitue pas un complément de rémunération. Si le montant global des cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Il était de 3 925 € en 2025, soit un total de 196 € et 25 centimes. Donc le CNAS attribue à tous les enfants du personnel entre 0 et 10 ans un chèque cadeau durant la période de Noël d'une valeur unitaire de 30 €. La commune souhaite pérenniser la pratique du don d'un chèque de 30 € aux agents ne bénéficiant pas de cette prestation CNAS. Il sera donc proposé au conseil municipal d'attribuer aux agents communaux titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé, rémunérés au titre de la paye de décembre de l'année concernée, ayant un enfant entre 10 et 15 ans, un chèque cadeau d'une valeur unitaire de 30 € par enfant, ayant uniquement des enfants de plus de 15 ans, un chèque cadeau d'une valeur unitaire de 30 €, n'ayant pas d'enfants, un chèque cadeau d'une valeur unitaire de 30 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune pour l'année en cours. Question, oui. En fait, le chèque cadeau, il n'est pas lié au nombre d'enfants. Ça, c'est par foyer.
Non, c'est pour les enfants. Par enfant. Ceux qui n'ont pas d'enfants. Ceux qui n'ont pas d'enfants, on rajoute une règle pour ceux qui n'ont pas d'enfants bénéficient aussi d'un chèque. Ça, c'est de plus de 15 ans. Donc quelqu'un qui a un enfant, en fait, il a un chèque de 30 €, et quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il a un chèque de 30 € aussi. C'est ça. Hein. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette logique-là, parce que les cadeaux à Noël pour les adultes, enfin, c'est moins classique que les enfants, quoi. Bah, c'est quand même classique, les cadeaux de Noël en entreprise, etc. C'est les enfants. Dans les CE, je pense que les gens ils ont beaucoup plus que 30 €, y compris pour les adultes. Alors non, moi dans le mien, en tous les cas, qui est plutôt généreux, il n'y a pas, mais c'est pas la question, mais c'est un peu surprenant. Et on ne peut pas faire 30 € par enfant, plus 30 € par foyer, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça, quoi. Du coup, on a les moyens d'une commune, quoi. Déjà, c'est bien de donner quelque chose, parce que les communes ne donnent rien. C'est quand même l'effet plus symbolique, récompense, etc. C'est plus le geste qui compte. Et au moins, l'important, c'est que tout le monde bénéficie de ce geste-là. Ah oui, c'est par agent, en fait, c'est pas par foyer. C'est par agent. Mais au moins, tout le monde a quelque chose. Il n'y a pas de couple. À ce moment-là, en fait, on dit que c'est 30 € par agent. C'est plus du tout lié aux enfants. Si c'est le cas de l'enfant, il a fait ça. Si, c'est quand tu as des enfants. En fait, tu as le cas où tu as des enfants de moins de 15 ans. Regarde. D'accord, c'est pas un enfant, et celui qui n'a pas d'enfant, il a un bon gars. Enfant de plus de 15 ans, il n'a pas d'enfant, c'est un bon de 30 €. C'était un gamin, il a pas plus. Enfin, je comprends la ligne, mais en fait, franchement, ça m'interpelle. C'est-à-dire qu'un agent qui n'a pas d'enfant et un agent qui a un enfant, Tu dois plus de 15 ans. ils vont avoir la même chose. Ça représente 30 €. Non, Christophe Perron, je pense que la méprise en fait de Sandrine est par rapport au fait que les 30 € soient attribués à un agent qui n'a pas d'enfant, peu importe sa situation, ou un enfant de plus de 15 ans. Ça aurait pu être pertinent d'avoir une petite différence, dans le sens où 30 € pour l'agent, c'est tout à fait normal. Un peu plus pour l'enfant qui a quand même 15 ans. L'enfant est tout de même mineur, il fait sa charge. Qu'il est entre 10 et 15 ou moins, on sait très bien, les frais sont de plus en plus importants. C'est symbolique, franchement. Mais d'autant plus. On aurait pu mettre... On n'a pas les moyens de mettre beaucoup plus. À 30 €. Ok, je propose de mettre au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 16, le renouvellement de la convention du service retraite. Donc la précédente convention d'adhésion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La précédente convention d'adhésion au service retraite du centre de gestion, entrée en vigueur au 1er janvier 2023, prend fin le 31 décembre 2025. Donc je vous propose de reconduire notre adhésion au service retraite du centre départemental de gestion en adoptant les dispositions de la nouvelle convention entrant en vigueur au 1er janvier 2026 et dont le projet a été préalablement transmis pour examen. Il est précisé qu'en notre qualité de commune affiliée, nous relevons des conditions financières 1, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention en retraite et de conclure avec le CDG 31 et d'autoriser le maire à signer et à réaliser tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. Donc je rappelle que c'est une aide pour les agents qui partent à la retraite pour qu'ils puissent avoir des informations sur la composition de leur retraite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets au voix. Les votes contre, les abstentions. Merci. Le point 17 sur la protection sociale complémentaire santé, donc la position de la commune. Au 1er janvier 2026, la participation de l'employeur à la protection sociale complémentaire santé devient obligatoire, sous condition. Le plancher de la participation est fixé à 15 € par mois et par agent. Deux modalités de la mise en œuvre de la participation par l'employeur sont possibles. L'option 1, la labellisation, qui consiste pour l'employeur à verser une participation aux agents ayant souscrit un contrat bénéficiant d'un label octroyé par des organismes certifiés. Ou l'option 2, la convention de participation, qui consiste pour la collectivité à sélectionner un assureur via une procédure de marché public ou à rejoindre la convention de participation proposée par le CDG 31, ce qui impliquerait une adhésion des agents à l'unique assureur retenu pour pouvoir bénéficier de la participation employeur.
Compte tenu de ces deux modalités et des délais de la procédure administrative, de la souplesse quant au choix de l'assureur pour les agents, la commune a fait le choix de retenir l'option 1. L'avis du comité social territorial a été sollicité conformément aux obligations et son avis favorable a été rendu dans leur séance du 2 décembre 2025. Voilà, donc c'est une participation à la mutuelle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je me vois. Le vote contre, l'abstention. Merci. On arrive sur des délibérations classiques aussi sur les créations de postes, donc c'est les postes de saisonniers. Donc on a des saisonniers au service technique, des saisonniers au service administratif et des saisonniers à la médiathèque. Donc il est proposé au conseil municipal de procéder à la création des postes d'emploi saisonniers pour les services techniques, avec un poste en juin, 2 en juillet et 1 en septembre. En juillet, 2 en juillet, en août et 1 en septembre. Il est aussi proposé de créer un poste de saisonnier pour les services administratifs sur les mois de juin, juillet, août et septembre, en précisant que ce poste ne sera pas forcément pourvu sur toute la période, mais seulement en fonction des besoins. Et enfin, il est proposé de créer un poste d'adjoint au patrimoine pour la médiathèque pour 6 mois, de mars à août 2026. Donc c'est souvent pour les jeunes de la commune, ça leur permet d'avoir une première expérience professionnelle. Et en général, ils en gardent de beaux souvenirs. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je me vois. Des votes contre, des abstentions. Oui. Donc en fait, sur le rendu compte des décisions, donc... Philippe, excuse-moi, mais quand même, je ne comprends pas la logique des chèques cadeaux. Vraiment... On a voté, on a voté. Tu la poseras au prochain conseil. Non, mais ça veut dire... Non, on a voté. Ça veut dire qu'un agent qui a... Tu la poseras au prochain conseil, s'il te plaît. Mais non, mais vous la voyez, vous, la logique? Il n'y a pas une question de logique, c'est comme ça. C'est comme ça depuis 25 ans. C'est comme ça depuis 25 ans. S'il vous plaît, on avance. Est-ce qu'on peut en parler après le conseil municipal? Non, après le conseil municipal. Stop, le point était voté. Oui, non, c'est... Ben, oui, mais tu coupes le débat et puis après tu dis... Le point était voté. Donc les décisions. Donc une première décision sur l'attribution de marché pour la centrale solaire photovoltaïque des ateliers. Donc on a attribué le marché. Un avenant sur le contrat de maintenance des alarmes pour ajouter l'église à la liste des bâtiments protégés puisqu'il y a de plus en plus de vols d'objets religieux. L'approbation du contrat de maintenance et l'hébergement du SIGBT du portail de la médiathèque sur le site Décalogue. La décision de renouvellement de la commune à l'association Confluence et le renouvellement du contrat de maintenance ATAL avec Bercher Le Gros pour les services techniques. Des décisions portant sur le droit de préemption, donc sur des ventes sur la commune, et enfin des décisions sur des concessions au cimetière communal. Voilà, donc on a terminé l'ordre du jour. Donc il y avait des questions diverses qui ont été posées. Et donc la question 1 sur le coût des travaux de la ville de la gare. Souhaitez-vous que je la pose, la question? Ok. Donc, question orale numéro 1, c'était relatif au coût des travaux sur l'avenue de la Gare. Donc, en préambule, cette question a été déjà posée en conseil municipal et il avait été fait état que les chiffres n'étaient pas disponibles à l'heure actuelle. Alors, pour rappel, nous avions demandé quel était le coût que représentait la réalisation des piétons cycles, parce que nous ne parlons pas de pistes cyclables, le remplacement des trottoirs, il y a une méprise dans la question, c'est le remplacement des trottoirs, l'abaissement des trottoirs pour le piéton cycle, et le remplacement des dos d'âne par des coussins berlinois. Donc cette question a été présentée plus tôt dans l'année. Nous souhaiterons connaître la situation en fin 2025, en faisant part que les remplacements de coussins berlinois a augmenté la vitesse des véhicules dans cette zone et ne sécurise du tout comparé au projet qui avait été discuté en mobilité. Alors, je n'ai pas de réponse sur la sécurité. Donc, ce qui était mis avant, c'était pas en norme parce qu'on ne pouvait pas traverser puisque les dos d'âne étaient trop relevés. Et de toute façon, on a une obligation par rapport au fait que ce soit une route qui soit desservie par les bus. Et les bus ne doivent pas sauter. Donc, effectivement, avec le coussin berlinois, les bus, ils arrivent à passer de chaque côté et c'est la réglementation. Les motos aussi arrivent à bien passer en face. D'accord, mais la réglementation, c'est ça. Après, je ne peux pas empêcher les gens de... Je vous fais part de la situation. Je fais part de la réglementation. Je suis d'accord. Voilà, merci. Mais les piétons cycles aussi. Alors, les coûts de l'opération sont répartis de la manière suivante. Donc, il y a le cheminement piéton cycle, 155 756,24 €.
Les coussins berlinois et réseau pluvial, 84 417,72 €. Les frais d'études et divers, 51 754,01 €, pour un total de 291 927,97 €. Et donc on a un reste à régler de 6 988 €. Ok, merci. Voilà, sinon vous aurez sur le compte. On avait appris une question sur les associations sportives de Pin-Juste-Arrêt. Oui, globalement, c'est une question sur le. Il a été dit dernièrement, notamment dans le conseil, dans le compte rendu de commission concernant le volet, qui est arrivé dernièrement, qui est installé dans la commune. C'est vu attribuer des nombreux créneaux aux dépens d'autres clubs déjà installés depuis des années sur Pin-Juste-Arrêt. En consultant les statuts de cette association, il s'avère qu'elle n'est pas sur Pin-Juste-Arrêt, mais du Vernet, d'après ses statuts d'une création le 17 juin 2025, donc très récemment. La question est, relative au fait, en prenant globalement toutes les associations de Pin-Juste-Arrêt, la majorité est domiciliée ici dans la commune, à la mairie directement, comme dans le bâtiment communal. Certaines sont dans des espaces sportifs. Globalement, le volet aurait pu s'installer ici, mettre directement la domiciliation auprès de la mairie de Pin-Juste-Arrêt. Donc la question est la suivante. Quelle est la règle de priorisation d'attribution des salles aux associations de communes et quel est l'impact du choix du siège social de l'association dans la bonne répartition et le bon fonctionnement des associations entre elles, existantes par le passé et arrivant? Alors, je vais vous répondre. Ma réponse est longue, mais elle a le mérite d'être précise. Alors, le club de volley bénéficie cette année d'un seul créneau de 1h30 le lundi, de 20h30 à 21h30 précisément, pour la saison 25-26. Le créneau de 18h à 20h est réservé à la section volley, c'est-à-dire l'ancien sport-études du lycée, et ce depuis de nombreuses années. L'expression s'est vue attribuer de nombreux créneaux est donc fausse et on vous a mal renseigné. L'HBCPJB bénéficie de tous les créneaux, c'est-à-dire le hand, de tous les créneaux du lundi 21h30 au vendredi 23h depuis 2020, depuis notre élection. Le mercredi, l'UNSS Volley. L'UNSS, c'est l'association de volley qui est propre au lycée. Ce n'est pas le club de volley qui a été créé, d'accord ? A accepté de laisser la salle à partir de 16h30 au hand, sauf 2 fois par an pour des rencontres UNSS. Le samedi est réservé de 9h à 23h au hand, ainsi que le dimanche quand ils ont des matchs à rattraper. Le volley dispose du dimanche quand la salle est disponible et laisse la priorité au hand puisqu'ils ont des championnats nationaux. PJV Volley ne dépendant pas de la Fédération française de volley, mais de la Fédération sportive et génique du travail, qui est moins contraignante. Donc ils ont des matchs en fait de tournois en semaine. Donc ils ont des compétitions en semaine puisqu'ils sont inscrits dans les tournois mixtes, les tournois par catégorie, 13 dates par an. C'est des tournois entre travailleurs et qui doivent se tenir après 20 heures. Donc le lundi, ces rencontres-là auront lieu le lundi à partir de 20h. Les matchs de volley n'ont pas une durée connue à l'avance. C'est les 7, c'est pas comme le hand dont les matchs durent 40 minutes. Donc le créneau de 1h30 est trop juste. Dans ces cas-là, ces lundis-là, il a été proposé aux hand de faire leur séance de préparation sportive à la salle polyvalente. À noter que cette séance de préparation sportive est nouvelle et ne faisait pas partie du planning depuis que le club existe. Ils ont rajouté ce créneau de préparation sportive. Qui ne figure pas sur leur site internet non plus. Voilà. C'est une taxe. PJV Volley comprend 88 adhérents à ce jour, avec une parité parfaite et environ 28% d'habitants de Pin-Juste-Arrêt. Le hand également, dans ce même, a plus d'adhérents, mais la même proportion. Alors qu'ils ont été créés en septembre seulement. L'UNSS Volley du lycée étant la plus importante d'Occitanie, avec 300 lycéens qui y adhèrent, qui sont inscrits et présents le mercredi et durant les pauses de midi. Et le volley, en fait, en tant que sport, comprend de plus en plus de pratiquants. Il nous semblait cohérent d'accepter la création de ce club pour ouvrir l'offre sportive à la commune, sur la commune. Et c'est vrai que
dans le nombre d'associations sportives, c'est figé depuis X années. Conscient qu'ils viennent en plus sur le complexe, ils ne se positionnent aucunement en concurrence avec le hand, mais comme une offre sportive supplémentaire. Ils ont eu l'occasion de l'expliquer au bureau de l'HBC-PJV. Je dis le hand pour pas dire. Le siège est au domicile d'un des présidents. Le président est un professeur du lycée, car il est plus facile de recevoir le courrier de l'association directement plutôt qu'il soit en attente à la mairie. Nous encourageons cette pratique car les bénévoles ne sont pas toujours disponibles pour venir chercher le courrier en mairie et on stocke énormément de courriers. Et des fois, il y a des courriers qui sont importants. D'autres associations ont le siège hors PJ, Pain-Juste-Arrêt, donc il y a le foot, il y a Chantel-Po, le comité de jumelage aussi qui a domicilié le siège de la présidente. Donc le siège ne détermine pas si l'association est bien à Pain-Juste-Arrêt. Les présidences et les adresses peuvent varier au cours du temps. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec un nombre de lettres en attente et les gens ne sont pas forcément disponibles pour venir les chercher. Enfin, je voudrais rajouter que je suis heureuse de pouvoir expliquer de manière objective la création de ce club, car trop d'inexactitudes et contre-vérités circulent, ainsi que des insultes et des mises en cause à l'égard de l'équipe municipale et de ma personne. Je suis sensible au fait que vous vous inquiétez du bon fonctionnement d'association de la commune que lorsque vous avez besoin d'un éventuel problème. Voilà. D'accord, je comprends. Merci beaucoup pour cette explication détaillée, Sandrine Lafont. En tous les cas, ça c'est vraiment bien, au moins on a un état objectif, donc merci pour ça. Je comprends un peu moins bien ta dernière phrase. Au dernier conseil municipal où en off, un des membres fondateurs du hand a proféré des insultes. Voilà. Bon, c'était pas retransmis, c'était en off, mais néanmoins, je n'arrête pas d'avoir des attaques. Donc là, j'explique, et en plus, ce n'est pas une décision que j'ai prise seule, c'est avec toute l'équipe, et voilà. Et pourquoi tu dis qu'on s'intéresse aux associations? Parce qu'on est dans la commission association. Attends, excuse-moi, je finis ma phrase. On est dans la commission association, il me semble. Donc pourquoi tu dis ça? La question n'a pas été posée dans la commission association, par exemple. Non. Je rappelle que les questions diverses ne font pas l'objet d'un débat, donc on va en rester là, s'il vous plaît. Monsieur le maire, quand une attaque est proférée avec une... C'est pas une attaque. Ah, c'est un message qui mérite quand même une petite réponse. Je fais référence, par exemple, quand il y a eu des questions sur le comité des fêtes, c'est toujours... Non. Voilà. Monsieur le maire, il y a une attaque qui a été faite, on doit quand même répondre pour clarifier. Votre discussion est enregistrée. Monsieur le maire, vous cautionnez le fait que... Je clôture. Dans les débats... Mais clôturez alors, dans ce cas-là. Clôturez. Dans les questions diverses, ça ne fait pas lieu d'un débat. Dans ce cas-là, monsieur le maire, pour la prochaine fois, cette question ne fait pas l'objet d'une réponse sans réponse diverse. Une question diverse. On peut en discuter après. Non, mais merci beaucoup pour la réponse détaillée en tous les cas. Oui, mais sauf la dernière phrase. La dernière phrase ne fait pas partie d'une réponse. Je clôture le débat, donc il est 19h18, donc la séance est terminée. Donc je vous annonce que le prochain conseil municipal sera le 22 janvier 2026 pour le DOB, le débat d'orientation budgétaire. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, y compris le public, on vous propose de partager un verre de l'amitié à l'issue du conseil. Merci à tous, bonne soirée.